Bonsoir à tous et bienvenue. Le tronçon CHU d'Angré-Château, section du boulevard Latrille, prolongé dans la commune de Cocody à fière allure. Les travaux de terrassement et de libération de l'emprise occupée par des commerces et habitations de fortune lancés le 2 novembre dernier sont quasiment à leur terme. Premier producteur mondial de noix de cajou avec plus de 800 000 tonnes, la Côte d'Ivoire fait face à la fuite de ses produits vers les pays voisins. À la faveur de la campagne commerciale actuelle, le gouvernement ivoirien a corsé les mesures répressives contre les trafiquants pour freiner ce fléau. Et puis, à l'étranger, la Guinée est à nouveau en situation d'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Le virus a refait surface 5 ans après la fin de la précédente épidémie. Information donnée par le patron de l'agence sanitaire guinéenne après la confirmation de 7 cas, dont 3 décès. Le tronçon CHU d'Angré-Château, section du boulevard Latrille, prolongé dans la commune de Cocody, a aujourd'hui fière allure. Les travaux de terrassement et de libération de l'emprise occupée par des commerces et habitations de fortune, lancés le 2 novembre dernier, sont quasiment à leur terme. En attendant la seconde phase, automobilistes et riverains jubilent, mais aussi plaident pour la célérité des travaux qui viendront sonner la fin de leur calvaire. Timéd Andier et Rikimon. Route Château CHU d'Angré, Pétro-Ivoire. Voici ce qu'était la section d'une dizaine de kilomètres du boulevard Latrille, prolongée d'Abidjan-Cocody. Elle présente aujourd'hui un tout autre visage, avec les commerces et habitations de fortune dégarpis. Il s'agit là de la première phase du chantier d'aménagement en 2 fois 2 voies par le PTUA, projet de transport urbain d'Abidjan. C'est donc 7,3 km d'aménagement de voies urbaines qui seront construites dans le cadre du prolongement du boulevard Latrille. Cette voie sera aménagée en 2 fois 2 voies avec interplein central et l'éclairage public qui sera donc axial. Après les travaux de libération de l'emprise lancés le 2 novembre dernier, le chantier va connaître une autre étape dans les tout prochains jours, celle du bitumage et de la construction de passerelles. Dans le cadre de ce projet, nous allons construire également 2 avenues. Vous voyez l'avenue qui part du boulevard Latrille justement en passant devant l'église catholique Saint-Ambroise pour se raccorder à la route d'Abou-Baoulé. Nous allons donc aménager cette route-là en 2 fois 2 voies. Et nous allons également aménager le prolongement de l'avenue de la 7e et 8e tranche sur laquelle est construit le pont Soroubat, au carrefour de la cité Gestossi. Nous allons prolonger cette voie-là jusqu'à rencontrer le boulevard Latrille. Avant le début de ces travaux, riverains et usagers de la route jubilent. Actuellement, à l'heure comme ça, des matins jusqu'à l'heure comme ça, c'est bouché, on ne peut même pas rouler. Oh Dieu merci, quand ils ont commencé la voie, ça commence à aller un peu. Vous voyez, les gens même commencent à circuler. Vraiment, tout le monde est content, les clients, les chauffeurs, tout le monde. À l'époque, même les taxis jaunes, là, ils ne pouvaient pas arriver ici. Déjà, le fait de dégager ces voies non bitumées, déjà, on a l'impression même que c'est déjà bitumé. Parce que vous-même, vous voyez, la situation même, c'est des corps à bien même qui viennent encore s'arrêter là pour arrêter les véhicules, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait rien ici. C'était vraiment un enfer pour nous. C'était un calvaire pour nous, les habitants de ce quartier. D'autres plaident pour l'exécution rapide du chantier qui va sonner la fin de leur calvaire. Les gens qui quittent là, il faut marcher jusqu'au nouveau CHU, il faut marcher jusqu'à sous les prêtres, il faut marcher jusqu'à Cité Orange, voilà là où on habite. C'était vraiment difficile. Nous sommes contents. Comme le président avait dit que les travaux allaient commencer à se faire là-bas en 2021, on voit que la promesse est en train d'être tenue. On attend l'achèvement des travaux pour vraiment lui tirer notre chapeau. Quand il pleut, c'est un calvaire. C'est un grand soulagement pour nous. Et on espère que ça serait plutôt un truc qui sera fait plus vite. On pourra vraiment l'apprécier à juste valeur. Notons que le boulevard Latrille, prolongé, intègre le vaste programme de développement routier et d'amélioration de la mobilité du Grand Abidjan. Pour sa mise en œuvre, les hommes du PTUA sont à la tâche sur le terrain. La Côte d'Ivoire veut combattre la contrebande de cajou, premier producteur mondial avec plus de 800 000 tonnes. Le pays fait face à la fuite de ses produits vers les pays voisins. À la faveur de la campagne commerciale actuelle, le gouvernement a corsé les mesures répressives contre les trafiquants pour freiner ce fléau. Les précisions de Pierre Dipomelin.
La campagne de commercialisation de la noix de cajou, ou encore l'anacarde, a démarré le 6 février dernier en Côte d'Ivoire, pays leader de la production mondiale, avec plus de 800 000 tonnes. L'un des défis cette année reste la lutte contre la fuite de la production vers les pays voisins. Un manque à gagner pour la filière. Nous avons plus de marge de manœuvre contre les malfaiteurs de l'économie, car chaque kilo qui sort est une perte de l'économie nationale et pour la filière. Pour protéger l'or gris, produit stratégique pour l'économie du pays, la Côte d'Ivoire a renforcé son arsenal juridique, le rendant plus répressif contre les trafiquants. Ainsi, le contrevenant risque désormais jusqu'à 10 ans de prison, 50 millions de francs CFA d'amende et la saisie des produits. Les noix de cajou sont détournées par un réseau de trafiquants bien organisé et acheminées à travers les nombreuses pistes qui traversent les frontières poreuses entre la Côte d'Ivoire et les pays limitrophes. Selon les chiffres officiels, c'est entre 150 000 et 200 000 tonnes qui ont été vendues illicitement en 2020 au Ghana et au Burkina Faso, contre près de 100 000 tonnes en 2019. Des comités d'éveil composés d'acheteurs, de policiers, de gendarmes et de militaires dirigés chacun par un préfet sont chargés de mettre fin à la saignée. Des spécialistes estiment toutefois qu'un bon prix payé aux planteurs et une meilleure qualité du produit constituent la véritable parade contre la fuite de ce produit phare de l'agriculture ivoirienne. Notons que la campagne de 2020 s'est soldée par une hausse de 33% de la récolte, soit plus de 840 000 tonnes. Au total, 297 milliards de francs CFA ont été distribués aux 350 000 producteurs que compte le pays. Dans l'actualité sanitaire, on s'intéresse au cancer pédiatrique. En Côte d'Ivoire, on dénombre 900 nouveaux cas par an. Ce cancer constitue la deuxième cause de décès après les accidents de la route dans les pays développés. Le diagnostic précoce de cette maladie augmente les chances de guérison. Message lancé par les spécialistes qui ont commémoré ce lundi la journée internationale du cancer de l'enfant. C'était en présence de Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedou. Le cancer de l'enfant est une réalité sous nos cieux. 80% des enfants atteints par cette maladie vivent dans les pays en voie de développement. Ils sont souvent diagnostiqués à un stade avancé. En Côte d'Ivoire, l'on recense 900 nouveaux cas. Une tendance qui doit être inversée selon les spécialistes qui s'exprimaient à la tribune de la Journée internationale du cancer de l'enfant, commémorée à Abidjan, avec pour thématique centrale diagnostiquer précocement pour sauver la vie. Beaucoup d'efforts sont faits, mais il reste encore à faire. Et nous nous donnons l'horizon 2030 avec tous les efforts en termes de ressources humaines et en termes d'infrastructures, faire en sorte que nous puissions atteindre 70 à 75% de guérison, parce que nous avons la possibilité, avec toutes les compétences, d'arriver à ce résultat. C'est une maladie qui est chronique et qui va concerner une cellule du corps humain. Cette cellule du corps humain là, va se développer, se multiplier de façon exagérée et finir par former quelque chose de tumoral. Longtemps, ces cancers-là sont restés méconnus. On n'avait pas imaginé, ni même compris qu'un enfant pouvait être atteint et souffrir du cancer. Donc pour nous, une telle journée, lorsqu'elle est célébrée, c'est vraiment une certaine reconnaissance et ça nous réconforte en tant que soignants, en tant que praticiens. Le pronostic du cancer peut être amélioré et 90% des cas peuvent être guéris, pourvu que le diagnostic se fasse tôt. La reprise du championnat ivoirien de football est fixée au 19 mars prochain. La nouvelle formule de cette relance à l'initiative du comité de normalisation qui ramène des clubs en division inférieure n'est pas du goût de certains acteurs du football. Ils crient à l'injustice et appellent le comité à reconsidérer sa position. Salif Yalekwe, Fulgence Kissiedou. Vendredi dernier, la présidente du comité de normalisation, Mariam Dao Gabala, annonçait pour le 19 mars prochain la reprise du championnat de Ligue 1 et le 26, la Ligue 2. Une reprise avec de nouvelles règles, notamment la descente de clubs en Ligue 2. Des présidents de clubs ont dénoncé lundi à Abidjan cette situation qui est pour eux une injustice et un manque à gagner. Issa Ouazir marque sa désapprobation face à la décision relative
relégation. Cette décision qui profite au club du haut tableau doit également profiter au club logé au bas du tableau, sans discrimination. Reléguer ici à Oisy en T2 serait synonyme de condamnation du club à reconsidérer ses recrutements, ses contrats et la qualification des licences de ses joueurs. Nous avons fait signer des joueurs, des encadreurs. On va donner aussi des salaires aux joueurs en tenant compte de la Ligue 1. Donc cette situation-là vient perturber véritablement nos deux clubs concernant la Ligue 1 et d'autres clubs dans d'autres divisions. Donc ici, notre interpellation, c'est vraiment de demander une doléance au comité de normalisation de vraiment se pencher sur la situation. Pour ses dirigeants, le comité de normalisation doit reconsidérer sa position avant cette reprise. Selon le calendrier du comité de normalisation, la Ligue 1 va se jouer avec 2 poules de 8 clubs et une super division par la suite. Quant à la seconde ligue, elle se déroulera avec 3 poules de 8 équipes. À l'étranger, la Guinée est à nouveau en situation d'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Le virus a refait surface 5 ans après la fin de la précédente épidémie. Information donnée par le patron de l'agence sanitaire guinéenne après la confirmation de 7 cas, dont 3 décès. Pierre Dippomelin. Il s'agit de la première résurgence de la fièvre hémorragique Ebola, signalée en Afrique de l'Ouest, d'où était partie la pire épidémie de l'histoire de ce virus entre 2013 à 2016. Sa réapparition en Guinée a déjà fait des victimes. 7 personnes contaminées et 3 morts. Selon les autorités sanitaires, ces malades ont été contaminés lors de l'enterrement d'une victime d'Ebola à Gweke, un village dans l'ouest du pays. Ce matin, très tôt, le laboratoire scientifique de Conakry a confirmé la présence du virus Ebola. Donc cette situation met la Guinée en situation d'épidémie d'Ebola. Au total, on a dénombré 7 cas, dont 3 décès. Parmi les 7, il y a 4 hommes et 3 femmes. Et actuellement, il y a 3 qui sont isolés, 1 à Conakry et 2 à Zéréko. Un de nos citoyens qui est tombé malade, malheureusement qui a succombé, dont les enterrements ont eu lieu à Gweke à partir du 1er février. Et malheureusement, certaines personnes qui ont pris part à cet enterrement, quelques jours après, ont commencé à eu des manifestations de diarrhée, vomissement, saignement et de la fièvre, dont les premiers échantillons ont été confirmés durant la journée du 12 février. Notons que la première vague de l'épidémie du virus d'Ebola avait fait 11 300 morts. La résurgence de ce virus se fait dans un contexte particulier de crise sanitaire à coronavirus qui met déjà à rude épreuve le système de santé du pays. Et puis ces images de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, qui est devenue ce lundi la première femme et la première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce OMC, une institution quasi paralysée qui n'arrive plus à remplir sa mission. À 66 ans, elle entre ainsi dans le cercle très restreint des femmes au pouvoir dans le monde. C'est un moment historique, a résumé l'OMC en précisant qu'elle prendrait ses fonctions en mars prochain. Son intronisation a été immédiatement saluée par d'autres femmes tout aussi puissantes. Dr Okonjo-Iweala, seule candidate encore en lice grâce à un large consensus et notamment le soutien de l'Union africaine, mais aussi de l'Union européenne et désormais appuyée par les États-Unis, n'a pas pu être physiquement présente dans l'élégant siège de l'OMC au bord du lac Léman. Elle s'est toutefois adressée aux délégués par visioconférence. Dans l'actualité judiciaire, les pays membres de la Cour pénale internationale, CPI, ont élu vendredi un avocat britannique de 50 ans, Karim Khan, comme prochain procureur général, un poste exposé qui vaut à la titulaire actuelle d'être sous sanction américaine. Karim Khan a été choisi face à 3 autres candidats européens au 2e tour de scrutin, remportant 72 voix sur les 122 exprimées. Spécialiste des droits humains, cet avocat a récemment dirigé une enquête spéciale
de l'ONU sur les crimes du groupe État islamique. Yeli Traoré. Karim Khan succédera le 16 juin à la procureure générale sortante de la CPI, la Gambienne Fatou Bensouda. Avocat de la défense dans de nombreuses affaires de la CPI, il a d'abord fait ses armes en droit international à l'ancien tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Ce Britannique a aussi été avocat de la défense de l'ex-président libérien Charles Taylor devant un tribunal spécial pour la Sierra Leone notamment. Celui qui sera le 3e procureur de la Cour depuis sa création en 2002 aura en charge des dossiers volumineux et des affaires complexes dans un tribunal dont la légitimité est en permanence remise en cause. Les premières responsabilités du nouveau procureur consisteront à décider des prochaines étapes de l'enquête sur les crimes de guerre en Afghanistan et de l'enquête particulièrement controversée sur le conflit israélo-palestinien de 2014 à Gaza. Madame Bensouda laisse derrière elle un bilan mitigé, même si, selon des spécialistes, elle a élargi la portée de la CPI. Sous sa direction, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a été innocenté de crimes contre l'humanité, mais elle a récemment obtenu des condamnations très médiatisées à l'encontre de Dominique Ongwen, un enfant soldat ougandais, devenu commandant de l'armée de résistance du Seigneur et du chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. La CPI est la seule cour permanente pour les crimes de guerre au monde. Elle a souvent été critiquée pour avoir essentiellement pris en charge des affaires de pays africains. La CPI compte au total 123 membres sur les 193 qui composent les Nations Unies. Les États-Unis, la Russie, la Chine ou encore Israël ne font pas partie de la CPI. Le mandat du procureur est de 9 ans. La CPI est basée à La Haye. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h50.